Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau film de Michael Mann, Ferrari. Alors, c'est vrai que je suis aussi allé voir un film indien aujourd'hui, et du coup j'ai découvert qu'il y avait un film indien qui s'appelle Ferrari, mais on va pas vous parler de celui-là, on va bien parler de celui de Michael Mann qui sort tout prochainement, je crois, d'après ce que j'ai entendu dire, sur Amazon Prime. Quoi qu'il en soit, je l'ai vu au cinéma, c'est parti, on en parle, et voilà, Jimmy. If you get into one of my cars, you get in the win. Réalisé par le désormais légendaire Michael Mann. Est-ce qu'il faut vous présenter Michael Mann? Un réalisateur qui est quand même particulier, c'est pour ça qu'on va quand même vous le présenter. Donc c'est un Américain, hein, et c'est un réalisateur qui a fait des films devenus cultes, hein. Je pense que les plus connus sont peut-être Hit, moi j'adore Collateral, hein, je vous en ai fait une vidéo. Il a fait Deux flics à Miami, la série certes, mais aussi le film. Il a fait Ennemi public avec Johnny Depp et Christian Bale, j'étais à comment il s'appelle Christian Bale, qui est le dernier film que j'ai vu au cinéma de lui, parce qu'après il avait fait Black Hat, Hacker, qui je crois est sorti au cinéma, mais chez moi il est sorti tellement en coup de vent que j'ai pas pu le voir au cinéma. Et il faut savoir que ces films ne fonctionnent pas toujours au box-office. C'est même plutôt des gros échecs, malgré le fait que le réalisateur soit reconnu et qu'il ait fait des films reconnus comme cultes. Hit, c'est un film qui est généralement adoré par tout le monde. Alors pourquoi est-ce que ce réalisateur est comme ça un peu au milieu? Alors bon, on va pas se mentir, je pense qu'il y a une partie du public qui suit un peu ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, on te dit ça, c'est un grand film, donc quand il regarde un film, il cherche les qualités d'un grand film dedans, hein, indépendamment des choses. Donc il y a aussi cette facilité. Je vous rappelle que dans l'histoire, des films comme The Thing s'est planté au box-office, ou alors les critiques ont descendu certains films. J'en ai parlé avec quelqu'un récemment. Des films comme les films de Sergio Leone, à leur sortie, se sont fait défoncer parce que justement, ça ne respectait pas le western. Ou alors Star Wars s'est fait critiquer parce que c'était un truc à l'ancienne, qui revenait à des vieux trucs. Je rappelle que George Lucas s'inspire de vieilles trucs. Donc, voilà, il n'y a rien qui est totalement gravé dans le marbre, même mon avis, évidemment, n'est jamais totalement gravé dans le marbre, mais aussi par rapport à la difficulté que c'est de voir un film et de le revoir des années après, de le réévaluer, de voir quelles sont ses qualités et ses défauts, autant pour les spectateurs que pour les critiques professionnels, que tout ce que vous voulez. Bref, Michael Mann, c'est un peu compliqué parce que c'est un réalisateur faussement commercial. Faussement commercial parce que la base de ses films, c'est commercial. Vous prenez Deux flics à Miami, qui s'est planté. La base de son film, c'est commercial. Ça pourrait même être une espèce de body movie, vous voyez. C'est une forme de body movie. Sauf que là, les personnages se connaissent déjà, ils font leur truc, et qu'est-ce qu'on a? Ils arrivent à démanteler le pire trafic de drogue de l'humanité? Non. Ils démantèlent ça. Juste ça. Et il y a de l'action? Oui, un peu. Très bien filmé. Très très bien filmé. Mais c'est pas un film d'action. Alors c'est quoi? C'est plutôt un film policier avec du suspense, machin? Oui, mais non. Et c'est ça le problème de Michael Mann, c'est qu'en fait, il a comment dire ça, une enveloppe commerciale, mais ce qui est le film en lui-même n'est pas très commercial. Et c'est pour ça que souvent ces films dérangent, on va dire, le public, qui du coup ne sait pas trop sur quel pied danser. Et d'un côté, tant mieux, parce que ça veut dire que c'est un réalisateur différent, et puis si ça plaît pas aux gens, bah tant pis, je veux dire, il y a d'autres films comme d'habitude, ça vous le savez. Donc Michael Mann, c'est quand même compliqué. Quand on dit qu'il fait un biopic, donc biopic de Enzo Ferrari, je suis sceptique. Déjà parce que personnellement, Enzo Ferrari, c'est pas parce que je kiffe le plus au monde, mais enfin, c'est pas un personnage qui, waouh, il va parler d'Enzo Ferrari, hein, ouh, sur le papier, hein. Mais aussi parce que, encore une fois, là c'est le cas de le dire, hein, visuellement, de l'extérieur, bon, c'est rouge, c'est étincelant, se dit c'est Ferrari, mais à l'intérieur, c'est un biopic et c'est Michael Mann. Michael Mann, il a aussi une autre caractéristique, parmi plein d'autres caractéristiques. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très, très, très méticuleux sur les détails, sur les trucs, sur les machins. Quand il a fait Ennemi public, il a fait tourner des scènes sur les lieux mêmes où ont eu lieu ces vraies actions pour que les gens, les acteurs comprennent, etc. Enfin bref, c'est un gars qui est connu pour être hyper méticuleux. Donc, je me dis que ce Ferrari de base sur le papier peut attirer certaines personnes, mais en même temps, il risque de déboussoler un petit peu. Voilà ce qu'est le cinéma de Michael Mann et ce qu'on peut, comment dire, s'attendre, avoir peur avant de voir ce film Ferrari. Je profite aussi pour dire qu'il y a l'acteur italien Pier Francesco Favino, très bon acteur, hein, cela dit en passant, qui a fait une remarque assez intéressante. Il a dit, mais pourquoi est-ce que les Américains font des films sur les Italiens et ils ne prennent pas d'acteurs italiens pour jouer ces rôles? Parce que le rôle d'Enzo Ferrari est interprété par Adam Driver. Un driver conducteur Ferrari, moi je dis il y a une logique. Hein. Mais bon, bref, pourquoi est-ce qu'ils prennent pas des acteurs italiens? Et il dit surtout une question d'accent. Alors là, il y a le grand débat. Est-ce qu'ils doivent parler anglais avec un accent italien? Simuler un accent italien? Hein, la vraie question là-dessus, enfin la vraie chose qu'on peut lui dire, c'est monsieur, vous êtes un grand acteur, comme j'ai dit, mais
Mais, est-ce que vous, ça vous a posé problème lorsque vous avez interprété un personnage français? Est-ce que ça vous a posé problème quand vous avez fait d'Artagnan? Est-ce que là, vous vous êtes pas dit que justement les Italiens avaient peut-être pas l'accent français ou que les Italiens étaient pas français? Là, ça vous a moins dérangé, je comprends. Vous en faites pas, je pense pareil quand les Américains font d'autres trucs des fois, mais c'est ce qu'on appelle le métier d'acteur. Et ça, vous le savez. C'est un peu dommage, hélas. Hein. Bon, maintenant, je vais être tout à fait honnête, hein, parce que là, je me moque un petit peu gentiment, etc. Mais je dois vous avouer que le film, le fait qu'il soit en anglais, ça m'a un petit peu dérangé. Ça m'a un petit peu dérangé parce que le film est italo-italien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des acteurs, du réalisateur et tout ça, l'histoire est 100% italienne. Ça se passe en Italie, il y a pratiquement que des Italiens. Bon, c'est pas vrai, il y a des conducteurs qui viennent d'ailleurs, etc. Mais je veux dire, c'est un truc vraiment, vraiment, vraiment italien. Donc, je me moque un peu, mais j'avoue qu'au début, ça m'a un petit peu dérangé à notre époque, où on aime bien faire des films où justement les gens parlent leur langue d'origine, etc., etc. Je reconnais que ça m'a un petit peu travaillé, un tout petit peu seulement, mais c'était quand même présent. Venant aussi du fait que les gens parlent évidemment en anglais, puis ils mettent des petits mots en italien ou en plein milieu des phrases pour faire genre, et aussi que certains parlent anglais avec l'accent italien. Voilà, j'avoue que je comprends un petit peu. Ça dérangera surtout ceux qui parlent italien, ou ceux qui ont l'habitude de regarder des films italiens en italien. Hein. Moi, vous savez, je regarde régulièrement des films italiens, mais ce sont des westerns, donc forcément, des cow-boys qui parlent italien, c'est pas forcément plus crédible non plus, vous me direz. Mais j'avoue qu'il y a un petit peu cet aspect pour défendre cette position-là. Et il faut aussi comprendre quelque chose en Italie, hein. C'est que Ferrari, ils le disent dans le film, c'est un trésor national. Et c'est un peu comme ce qui s'est passé en France avec Napoléon. Parler de Ferrari en Italie, c'est entre guillemets important. Et je pense qu'ils disent, ok, vous le prenez, mais faites pas n'importe quoi avec. Faites pas n'importe quoi. Franchement, faites pas n'importe quoi. Et je pense que c'est là que se passent les choses. Alors, tant qu'on y est, on va commencer par parler des acteurs. Alors, Adam Driver, il fait un Enzo Ferrari. Évidemment, il fait quelqu'un de beaucoup plus âgé que lui. Hein. Il est maquillé pour faire ça. Il est un peu aidé par tout ça. Mais je vais pas vous mentir, je crois que c'est la meilleure interprétation que j'ai vue d'Adam Driver. Que j'ai vue. Il y a peut-être des films que j'ai pas vus. J'en ai vu quand même pas mal. Mais je crois que c'est vraiment sa meilleure interprétation. Non seulement au niveau du visage et tout ça, mais aussi au niveau de sa gestuelle globale, et même dans son visage, quand il lâche ses petits sourires et tout, il y a un réel travail sur l'acteur qui a été fait. Alors, comme j'ai dit, Michael Mann, c'est un mec qui est très méticuleux, qui fait bosser ses acteurs, qui leur fait bosser la vie dans ce cas-là, du personnage réel. Ça, il y a pas à dire, il est incroyable dedans. Que dire de Penelope Cruz, hein, qui elle, justement, est espagnole et qui elle parle avec l'accent italien. Euh, Elle interprète mais méga, méga bien. C'est incroyable son interprétation, je vous jure. Rien que la scène finale de discussion entre les deux, voilà, mais pour revenir plutôt au début du film, il y a un moment donné où elle est devant la tombe de son fils, et elle ne parle pas, mais on sent qu'il y a un dialogue interne, ça c'est un truc excellent dans le film, elle ne parle pas, mais on voit le dialogue, on voit qu'elle sourit, mais qu'elle est triste, et on voit les larmes qui se dessinent peu à peu sur les yeux, oh là 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 là, elle est incroyableissime. Il y a j'ai encore me planté, Shailene Woodley, qu'on a pu voir dans Misanthrope, que vous savez que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et dont j'ai trouvé son interprétation excellente, qui encore une fois est excellente. Patrick Dempsey, qu'on a vu dans Thanksgiving dernièrement, je me suis dit, tiens, il a l'air de faire un retour, lui qui a été un petit peu gnien, hein. Alors bon, son gnien, je crois que c'était pour des trucs extra derrière, dans les coulisses, j'ai pas les détails, donc je rentre pas dedans, voilà. Il a l'air de faire un retour, je l'ai même pas reconnu au début, quand je l'ai reconnu, j'ai fait, ah ouais, et même, oh, wow. Je vais pas vous mentir, l'interprétation des acteurs est grandiose. C'est grandiose. Au niveau de l'interprétation, c'est grandiose. Ça, je voilà, j'ai rien à redire. C'est incroyable. C'est fou. Voilà. On pourrait partir ensuite sur la mise en scène. Alors la mise en scène, c'est peut-être le point le plus compliqué parce que c'est une mise en scène, j'ai envie de dire, qui n'essaye pas d'en faire trop, qui est là, qui filme ses trucs normalement. Et on voit à des moments des plans qui seraient beaucoup plus tape à l'œil, mais ils sont tellement bien intégrés dans la mise en scène globale que j'ai envie de dire, on ne les remarque pas si on ne fait pas spécialement attention. Moi, j'étais en train de les chercher. On les remarque pas, en tout cas pas tant que ça. On ne les remarque pas tant que ça. Ils sont mis dans la logique de la construction de la scène. Je vais vous donner un exemple à peu près, mais dans la logique de la construction de la scène. Et le film en lui-même peut paraître sobre, mais c'est dedans quand même. Donc c'est une sobriété, enfin une sobriété, une forme de... C'est pas vraiment que c'est sobre, mais je veux dire, c'est pas tape à l'œil. C'est une manière de faire qui est efficace, on va dire, et qui
te met les trucs. Les enchaînements de plans sont logiques, les enchaînements de plans sont bien foutus. C'est, j'ai envie de dire, une espèce de, je vais le dire de manière un peu vulgaire, une espèce de b.a.-ba du cinéma. C'est-à-dire, on ne cherche pas à en faire trop, on ne cherche pas à faire un truc mal filmé. C'est le cinéma qui vit de par lui-même, ça veut rien dire, mais qu'on filme de la manière de laquelle il doit être filmé. Enfin voilà, tout simplement. Alors je disais que j'allais revenir sur un exemple. Il y a un moment donné où la mise en scène, tout d'un coup, prend de l'ampleur. Il y a un des pilotes, à un moment donné, il est dans son élément, il rentre dans une espèce d'extase. Et en fait, on a la caméra qui est comme ça, proche de la route. Hein. J'ai vu un extrait au tout début, j'ai déjà sélectionné les extraits, où on voit cette caméra proche de la route qui avance très vite. On a ça, et là, déjà, un truc de fou, il fait un travelling compensé sur cette caméra qui avance. Alors, je suis pas du tout un expert surtout en technologie, mais un travelling compensé, pour ceux qui savent pas, c'est en gros, tu déplaces la caméra dans un sens ou dans l'autre, et si tu recules, tu zoomes, ce qui fait que la personne reste au même endroit, mais ça crée un effet. C'est un truc que, normalement, on est censé avoir vu pour la première fois chez Hitchcock, et puis on l'a vu, enfin, Vertigo pour être précis, et ensuite on l'a vu dans plein d'autres endroits, par exemple Les Dents de la Mer, vous connaissez peut-être. J'ai essayé de trouver les plans et de les mettre là, je sais pas si je vais y arriver, ça j'ai pas sélectionné. Euh, donc on a cet effet-là, sauf que, je rappelle, la caméra elle avance. Comment est-ce qu'il a fait ça? Alors techniquement, peut-être que... Enfin non, parce que je veux dire, même si t'es sur la voiture, elle avance, et puis t'avances la caméra, elle va juste avancer plus vite. Alors évidemment, avec les technologies modernes, on trouve d'autres trucs, mais pour dire, il arrive à faire un travelling compensé là-dessus. Petit, certes, mais... Et, et là, je vous en parle entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, hein, beaucoup de guillemets, d'un point de vue technique. Mais au-delà du point de vue technique, il y aura l'aspect, j'ai envie de dire, spectateur ressenti. À ce moment-là, on voit ça et il fait ça, ce qui fait que le mec, comme j'ai dit, il est dans son élément. Autre chose qui fait qu'il est dans son élément, et c'est justement des plans un petit peu plus travaillés, c'est qu'on a des gros plans sur le visage du pilote. Et ces gros plans sur le visage du pilote n'arrivent pas comme ça, boum, pour dire, voilà, là, il est en extase, pas, je te les montre. Ils arrivent peu à peu. On en a quelques-uns et ils arrivent peu à peu, ils arrivent peu à peu. Et là, on a donc cet effet-là, lui qui est comme ça en gros plan, qui commence à sourire vraiment en mode je suis à fond dedans, rappelez-vous, les acteurs excellents. Et bon, après, il y a la musique qui vient souligner tout ça, et tu te dis, mais waouh, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. L'une des dernières discussions du film, entre justement Penelope Cruz et Adam Driver, il y a un gros plan sur Enzo Ferrari qui va tourner. Enfin, tu te dis, mais c'est juste pas possible, c'est juste bien fait. Alors, j'ai pas trop envie de partir dans des superlatifs en parlant de ce film, mais en y repensant, tu te dis, c'est juste bien fait, c'est juste vachement bien fait. Parlons de la reconstitution. Regardez, je vous montre des images qui datent de la véritable course. C'est du copier-coller, mais c'est du copier-coller. Alors copier-coller dans un film, c'est pas CTRL-C, CTRL-V. Il faut demander à l'équipe de le refaire. C'est du copier-coller. Je vous l'ai dit, Michael Mann est méticuleux. D'ailleurs, c'est la marque des grands réalisateurs, ça, hein, d'être méticuleux, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Hein. Que ce soit un David Lean ou alors un Kubrick, qui vous voulez, et méticuleux, c'est une des marques de fabrique. Il faut réussir à le faire, c'est pas facile, je pense qu'il faut du temps et plein d'autres trucs. C'est du copier-coller. Les gens dans la salle ont rigolé lorsqu'il y a eu des accidents de voiture. Dans le film, il y a des accidents qui sont assez aériens. Alors, j'ai essayé de chercher des accidents d'époque, à la sortie du cinéma, voir à quoi ressemblaient les accidents à l'époque. J'ai rien trouvé de très parlant, juste des petits dérapages ou des trucs comme ça. Les gens dans la salle ont rigolé. Deux possibilités, du coup, puisque j'ai pas trouvé. Soit Michael Mann est méticuleux, et c'est comme ça que ça se passait, puis c'est tout, puis ferme ta bouche. Soit ce n'est pas forcément le cas, mais ce qu'il a voulu mettre à ce moment-là, c'était des accidents qui soient un peu, qui sortent de l'ordinaire pour t'impacter, parce que ce sont des accidents souvent mortels, pour t'impacter. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, comme j'ai dit, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il y a peut-être un des accidents, je vais pas vous dire lequel, un des accidents où on sent un petit peu trop le CGI. Mais bon, c'est léger, parce que pour tout le reste, ça sonne le dur, le vrai, le machin. C'est juste sur cette... Et encore, ça sent le CGI, mais c'est pas encore trop dégueulasse. Ça se voit, mais bon, dans ce cas-là, on pardonne complètement. Au niveau de l'histoire, on peut se dire plein de choses. On peut se dire que c'est un drame et un film de sport. Et pour répondre à cette question, est-ce que c'est un drame? La réponse va être oui et non. Et est-ce que c'est un film de sport? La réponse va être non et oui. C'est vachement logique. En gros, le film aura grosso modo deux phases. Deux phases qui ne sont pas complètement séparées. C'est-à-dire que dans la première partie plus drame, eh ben, on aura déjà des éléments de choses qu'on peut voir dans un film de sport. Et dans la partie sport, on aura des éléments dramatiques. Ce qui fait que le film n'est pas coupé en deux de manière synthétique, j'ai envie de dire, pam, avec un sabre.
Qu'est-ce que j'entends par film de sport, si vous avez un doute? C'est tout ce qui a trait à la performance, au recrutement des gens, à comment les gens discutent entre eux, etc., etc. Et le drame, bah, c'est le drame. C'est pas très compliqué. Au niveau de la description de ce Enzo Ferrari, on a clairement la description d'un monsieur duquel on va montrer ses failles. Alors, le film est tiré d'un livre qui s'appelle comment? J'ai plus le nom en tête. Enzo Ferrari, c'est quoi, de Machine, je sais pas quoi, de Man the Machine, je crois, un truc du genre. Je vous mettrai quelque chose si je peux. Euh, et le film a d'ailleurs l'intelligence de se centrer seulement sur une période très précise. Une période très précise. Hein. Donc, comme j'essayais de dire, mais je ne sais plus ce que j'essayais de dire en tant que tel, euh, on va nous faire le portrait d'un Enzo Ferrari avec ses défauts. C'est un personnage particulier, d'ailleurs que je comprends assez, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe. C'est un personnage qui, je sais pas, il doit gérer plein de trucs. Donc quand il doit faire A, puis ensuite B, puis ensuite C, et ensuite D, il va dire à quelqu'un, fais ça. Il va pas lui dire, fais ça, parce que si, merci beaucoup, ciao, bonne journée. Et toi, est-ce que tu pourrais faire celui-là, s'il te plaît, j'en aurais besoin. Il va dire, fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Les choses sont faites, ça passe, la suite. Il a ce côté-là. Et c'est intéressant parce que c'est un personnage qui peut se montrer froid, mais qui a des fêlures, des blessures très profondes. La perte de son fils, et aussi, justement, et là on va arriver un peu dans l'analyse, on va dire un peu à la Toré, hein, c'est-à-dire que je reprends un peu ce qu'il dit, hein, c'est pas que lui il le fasse, hein. Lui dites pas ça, d'accord. On retrouve un personnage très magnien, bien qu'un légèrement différent, mais c'est quand même dedans, peut-être parce que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire que le personnage, euh, c'est un professionnel, il est à fond dans son truc, mais c'est pas quelqu'un qui veut sortir cette fois. Non, 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 non. Il veut pas du tout abandonner. C'est pas comme le mec de Collateral ou le mec de Heat qui sont là en se disant ouais, peut-être j'aimerais bien quitter ce monde, mais en fait non, 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 non. Lui, il veut pas le quitter. Il veut absolument pas le quitter. Mais il y a, comment dire ça, le fait de continuer dedans, normalement, est censé mener à la mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ça ne mène pas à sa mort, ça mène à la mort de ses pilotes, qui eux ont des accidents. Donc le mec, il a quand même cette mort de sa passion dans le truc. Vous voyez, la mort est liée à tout ça quand même. Donc on a quand même cet aspect-là. Et en ce qui concerne l'aspect quitter le milieu, c'est plutôt lié à ses relations avec les femmes. Je ne vais pas vous en dire plus, j'en dis déjà beaucoup là, mais on retrouve cet aspect de manière un petit peu différente, mais quand même bien présent, ce qui fait qu'on est quand même bien dans un film de Michael Mann. Hein. À l'époque, il voulait l'adapter, je crois, dans les années 90, il voulait qu'il y ait Robert De Niro dans le rôle, ça a changé, mais on est toujours bien chez The Michael Mann, vous voyez, on n'est pas chez quelqu'un d'autre. Et ça reste quand même, quand le veuille ou non, vachement intéressant dans la composition globale. Pour le reste, évidemment, je vous laisserai analyser un peu les différents personnages et qu'est-ce qui peut correspondre à quoi. On est dans du Michael Mann. On est dans du Michael Mann. Est-ce que le film est un chef-d'œuvre? Pas à mes yeux, c'est pour ça que j'ai dit le superlatif, peut-être pas. Parce que malgré tout, dans son scénario, des fois, je ne suis pas forcément fasciné par le personnage en lui-même. Le personnage en lui-même, voilà, j'ai dit le sujet de base m'intéresse pas trop, mais quand un réalisateur le fait, c'est comment le réalisateur le présente. J'ai pas forcément été totalement fasciné par le personnage, par qui il est, mais, le film déjà, rien que de base, il te prend et il te lâche pas, enfin moi il m'a pas lâché, hein, et il est toujours intéressant là-dedans, y compris dans les relations avec sa femme. Je vais faire un petit parallèle avec le film Maestro, qui est sorti sur Netflix, que vous avez la critique sur la chaîne, hein, et que j'ai vu au cinéma aussi, qui lui était plus hermétique, donc dans la compréhension du personnage et dans ce qu'il nous racontait, et je disais que Maestro, c'était aussi lié aux relations avec sa femme. On a un petit peu ça, sauf que ce film-ci, il arrive à être plus, à mes yeux, hein, plus intéressant au niveau de l'histoire. Il arrive mieux à t'attraper au niveau de l'histoire. Voilà ce que je trouve. Il arrive mieux à être plus intéressant là-dessus. Cependant, j'ai quand même eu un petit peu de peine à complètement rentrer dans le personnage, dans ses difficultés et tout ça, parce que le suspense, on pourrait dire sportif, il y est sans y être. Bon, déjà, c'est une histoire vraie, on peut la connaître, mais je veux dire, il y est sans y être dans le sens où c'est présent, mais c'est pas toujours présent, c'est pas toujours le centre. Et les autres enjeux qui sont pourtant intéressants, je pense au nom du gamin, par exemple, ça c'est un des enjeux du film, c'est cool, mais ça se fait tranquillement, dans la durée, et en fait, plus j'y pense, plus je me dis, oui, non, mais même le scénario, il est assez fait pour être efficace. Hein. Mais je dirais pas que c'est un pur chef-d'œuvre, un très grand film, mais ça reste un film super bien fait. C'est-à-dire que
que si tous les films étaient de ce niveau-là, on arrêterait de se plaindre. Non, on se plaindrait toujours, vous en faites pas. C'est un excellent film à l'arrivée. Franchement, c'est un excellent film, en sachant que ça va être un film basé plus sur le drame, c'est pas de l'action. Et là, on revient à ce que je vous disais avant. Michael Mann, il nous présente un mec qui va qui va fonder, la société existe déjà, mais qui va créer son équipe pour gagner la course les 1000. Je parle bien, oui, c'est horrible. Qui va faire tout ça, mais en réalité, on n'est pas dans The Ferrari, la bagnole, la vitesse, l'efficacité. On est dans l'homme derrière, on dirait classique du biopic, oui, mais dans l'homme et dans les trucs un peu plus profonds. C'est peut-être un film euh, plus facile d'accès qu'un Miami Vice de flic à Miami, non pas de par sa thématique, mais parce que justement, on va avoir un biopic et donc quelque chose de plus intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans là où de flic à Miami, on va avoir de l'action entre guillemets et du polar. Là, on sait qu'on va avoir un biopic et on est plus à l'intérieur. Et puis voilà. Donc, si vous avez l'occasion de le voir quand il sortira sur Amazon Prime, ou si vous pouvez le voir au cinéma, foncez. Mais attention aux accidents. Quel humour. Allez, tu vois, tout le monde me liker, partage tout ça, vous le savez. Hein, sinon, on prend pas cucu, ça me fait pas assez mal.